C'était censé rester discret, un transfert secret de quelque chose de nucléaire qui devait passer inaperçu et ne jamais être découvert. Mais quelqu'un l'a découvert. Quant au transfert, il s'est terminé en véritable catastrophe. La Russie a tenté d'envoyer des réacteurs nucléaires à la Corée du Nord dans le but de soutenir l'un de ses derniers alliés restants. Quelqu'un a fait exploser les réacteurs en Méditerranée. Était-ce les États-Unis ou l'Allemagne? Cela pourrait même être la Chine. Qui que ce soit, le résultat est clair. La Corée du Nord n'aura pas les réacteurs. Commençons par les bases. Le 23 décembre 2024, un cargo russe appelé l'Ursa Major s'est retrouvé en grande difficulté en Méditerranée. Une série d'explosions a secoué le navire, entraînant finalement son naufrage dans des circonstances inexpliquées à environ 60 miles au large des côtes espagnoles. Les rapports de l'époque disaient qu'aucune raison n'expliquait ces explosions. Le ministère russe des Affaires étrangères a rapporté une explosion dans la salle des machines, selon la BBC le 24 décembre. Le même média a noté que l'Ursa Major avait quitté Saint-Pétersbourg 12 jours auparavant, et qu'il était censé se rendre à Vladivostok en transportant une cargaison de 2 grues gigantesques. Mais il y avait un petit détail intéressant dans le reportage de la BBC qui est devenu très important aujourd'hui. La destination n'a pas pu être confirmée de manière indépendante. Certains aspects de l'histoire étaient illogiques. L'Ursa Major, sanctionné par les États-Unis et d'autres pays, faisait sans doute partie de la flotte fantôme russe. Dès le début, toute déclaration sur sa destination et sa cargaison devait susciter la méfiance. Le navire naviguait également dans la même zone de la mer Méditerranée qu'un autre navire russe sanctionné, le Sparta. Les deux auraient traversé la Manche quelques jours avant l'explosion de l'Ursa Major. Quelque chose clochait. C'est typiquement l'itinéraire d'un navire allant à Vladivostok. Ce territoire se trouve dans l'extrême orient russe, et naviguer autour du nord de la Russie est difficile même dans les meilleures conditions, et pratiquement impossible en plein hiver. Cependant, Vladivostok se trouve justement presque à côté d'un pays qui a longtemps été un allié de la Russie et qui l'est devenu encore plus depuis que Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine. La Corée du Nord. Des doutes existaient déjà sur la version donnée par la Russie au sujet du navire, et près de 18 mois après, nous commençons à avoir des réponses. L'Ursa Major n'amenait pas de grue à Vladivostok. Il transportait des réacteurs nucléaires vers la Corée du Nord. Du moins, c'est ce qu'affirme CNN, qui a publié une enquête sur le sort de l'Ursa Major le 12 mai. Le média rapporte que le navire russe sanctionné se rendait en Corée du Nord avec des réacteurs nucléaires et que l'incendie dans la salle des machines n'était pas dû à une défaillance technique, mais à une cause bien plus dangereuse. Avant d'en arriver là, retraçons le parcours qu'a suivi l'Ursa Major pour se retrouver au fond de la mer. Le navire sanctionné ne s'est pas toujours nommé Ursa Major. Il fut un temps où il s'appelait le Sparta III, et c'était un vétéran de la campagne de la Russie en Syrie, où il avait servi à évacuer du matériel russe hors du pays. Le 2 décembre, le navire Caméléon a accosté au port d'Oslugar, qui se trouve dans le golfe de Finlande, et qui, soit dit en passant, fait l'objet d'une campagne de frappe en profondeur répétée et dévastatrice de la part de l'Ukraine depuis mars. Lors de son séjour, le navire a été chargé, puis il a pris la mer avec un manifeste public indiquant Vladivostok comme destination. À bord se trouvaient les 2 grues déjà mentionnées, 129 conteneurs vides et une paire de grandes plaques d'égout. Transporter des plaques d'égout sur des milliers de kilomètres par bateau paraît étrange. Le 11 décembre, l'Ursa Major a quitté Mouslouha et a commencé son voyage. Il a été suivi durant tout le trajet, d'abord dans la Manche, puis le long de la côte française. Des avions et navires de la marine portugaise ont surveillé le navire en route vers leurs eaux, révélant que l'Ursa Major était escorté par 2 navires de guerre russes, l'Alexandra Otrikovsky et l'Ivan Gren. Le premier est un navire de débarquement russe équipé de 2 canons de 57 mm de lance-roquettes multiples et de missiles solaires portables. Le second est un navire de débarquement doté, selon Naval Technology, de missiles solaires Igla, d'un canon naval AK-176 de 76 mm et d'un canon de 30 mm. AK-630 Mode 2, un système d'armes de proximité. C'est beaucoup de puissance pour accompagner un simple cargo. Encore une fois, l'histoire devient étrange. Pourquoi un cargo russe sanctionné aurait-il besoin d'un? Pourquoi un cargo russe, même un qui a été sanctionné, aurait-il besoin d'une escorte militaire complète, s'il ne transportait que des grues, des plaques d'égout et des conteneurs vides? Cela rendrait sûrement le navire encore plus visible. Le 22 décembre, la marine portugaise avait arrêté de suivre le navire, et l'Ursa Major était en eaux espagnoles, où tout a mal tourné pour lui. 4 heures après que les Portugais ont arrêté de suivre le navire,
Il a ralenti dans les eaux espagnoles. Les sauveteurs espagnols ont alors contacté par radio pour vérifier s'il y avait un problème. L'équipage de l'Ursa Major a affirmé que tout allait bien. Spoiler, rien n'allait bien. Environ un jour plus tard, l'Ursa Major a brusquement dévié de sa trajectoire, et vers midi le 23 décembre, l'équipage du navire a lancé un appel urgent à l'aide. 3 énormes explosions sur le flanc tribord du navire ont tué 2 membres d'équipage. L'Ursa Major était désormais immobilisé. L'Espagne a aussitôt envoyé des secours pour récupérer les 14 survivants de l'équipage. Vers 19h30, un navire militaire espagnol est arrivé pour prêter assistance. Une demi-heure plus tard, l'Evengen a ordonné à tous les navires proches de rester à 2000 nautiques du navire en détresse et exigé le renvoi immédiat de l'équipe de secours. L'Espagne a respecté l'ordre sans envoyer d'autres navires. L'Espagne a plutôt envoyé un hélicoptère et une petite équipe de secours. Des images montraient un sauveteur essayant d'entrer dans la salle des machines, mais celle-ci était scellée. Pourtant, les sauveteurs ont jugé l'Ursa Major stable et peu susceptible de couler. Ils sont partis. Puis, à 21h50, l'Evengren a lancé une série de fusées rouges au-dessus de la zone, et 4 explosions ont été enregistrées selon un schéma que le réseau sismique national espagnol a ensuite indiqué à CNN, ressemblait à celui de mines sous-marines ou d'explosions de carrières en surface. Un peu plus d'une heure plus tard, l'Ursa Major a coulé. Passer d'un état stable à un naufrage en moins de 4 heures est déjà étrange, mais que tout cela se produise alors qu'un navire militaire russe tirait des fusées éclairantes et que d'autres explosions secouaient le navire, rien de tout cela n'avait de sens. Ce n'est qu'après l'intervention du capitaine qu'on a commencé à comprendre ce que l'Ursa Major transportait réellement. Ce que le capitaine a dit a tout changé. Avant de commencer, vous regardez The Military Show, où nous offrons une vue d'ensemble, pas seulement les titres. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Un indice sur ce que transportait probablement l'Ursa Major est passé relativement inaperçu lors de son naufrage. L'Ursa Major était autorisé à transporter des matériaux nucléaires, et la révélation choc de son capitaine suggère qu'il en transportait. Après leur sauvetage, les 14 survivants ont été conduits à Carthagène, où ils ont rencontré des enquêteurs et policiers espagnols. Un débriefing a débuté pendant que les enquêteurs cherchaient à comprendre les faits. Le capitaine du navire, plus tard identifié comme Igor Anisimov, était d'abord réticent à parler. C'est étrange. L'Ursa Major transportait seulement des grues, des plaques d'égout et des conteneurs vides entre 2 régions russes, non ? Pourquoi cela devrait-il être secret ? Et pourquoi à ce point que le capitaine aurait, selon certaines sources, craint pour sa vie lors du débriefing ? Les enquêteurs espagnols le découvrirent vite. Alors qu'on mettait la pression sur Anisimov pour qu'il explique la présence des plaques d'égout chargées à bord de l'Ursa Major, le capitaine a finalement craqué. Ce n'était pas du tout des plaques d'égout, révèle l'enquête de CNN. Selon les sources espagnoles du média, Anisimov a expliqué que l'Ursa Major transportait en réalité les composants de 2 réacteurs nucléaires, pouvant être utilisés dans des sous-marins. Le capitaine a assuré que ces réacteurs étaient vides de combustible. Anisimov aurait révélé que son emploi du temps était un écran de fumée. Il croyait que son navire serait détourné de Vladivostok vers la Corée du Nord en approchant de sa destination supposée. Le capitaine pensait que les grues n'étaient pas livrées. Elles étaient là pour aider à décharger sa cargaison sensible. Enfin, tout commence à avoir du sens. Le vaste réseau ferroviaire de la Russie, qui est colossal au point de s'étendre sur près de 85 000 km, aurait sûrement été un meilleur choix qu'un navire pour transporter une cargaison quelconque d'une partie de la Russie à une autre. Pour des matières nucléaires envoyées dans un autre pays, il faudrait passer par la mer. Selon le capitaine de l'Ursa Major, c'est exactement ce qui arrivait. Les photos satellites d'Ust-Luga lors du chargement de l'Ursa Major sont aussi révélatrices. Elles présentent 2 carrés bleus et 2 objets blancs, dont l'un ressemble à une pilule. CNN affirme que ces objets blancs correspondent en particulier au profil de cuve sous pression de réacteurs nucléaires, possiblement pour des réacteurs VM4SG. Impossible à confirmer, le navire qui les transportait a coulé. Et les objets blancs avaient disparu une semaine après la prise des photos originales, vers le moment où l'Ursa Major a quitté Ust-Luga. Des révélations importantes ont déjà eu lieu, mais ce que nous allons révéler ensuite surprend tout le monde. Le destin de l'Ursa Major n'était pas le résultat d'une défaillance technique ou d'un accident à bord. Ce que nous avons peut-être vu dans le naufrage de ce cargo russe, c'est un rare exemple d'intervention militaire occidentale directe, conçue spécifiquement pour empêcher la Russie de transférer des matières nucléaires dangereuses à ses alliés incontrôlables en Corée du Nord. Alors, il faut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui a coulé l'Ursa Major et qui en est responsable ? En ce qui concerne le quoi, Anisimov en a révélé davantage.
Il a affirmé avoir vu un trou de 50 cm sur 50 cm percé dans la coque, et que le métal endommagé était tourné vers l'intérieur. Cela ne suggère pas une explosion interne. Cela suggère qu'un objet a percé la coque de l'Ursa Major et provoqué les explosions qui l'ont détruit. United 24, médias rapportent que les enquêteurs espagnols ont confirmé cette évaluation de la coque, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles une nation souhaitant arrêter l'Ursa Major aurait utilisé un type d'arme rare, la torpille supercavitante Barracuda. L'enquête espagnole a conclu que cela devait être l'arme utilisée. Cette torpille est à grande vitesse, qui projette de l'air devant elle pour éviter que la traînée générée par son passage dans l'eau ne la ralentisse, se déplace si rapidement qu'elle est capable de pénétrer la coque de ses cibles avec facilité. Dans certains cas, cette pénétration se produit sans explosion, ce qui expliquerait pourquoi le trou dans la coque de l'Ursa Major a de telles dimensions. Une torpille à l'huile traditionnelle aurait déchiré la coque, mais la Barracuda peut pénétrer avec une précision mortelle grâce à sa vitesse, puis libérer sa charge explosive à l'intérieur même du navire. La vraie question est de savoir qui a lancé la Barracuda. CNN indique que seules quelques nations au monde disposent de ce type de torpille. La Russie en fait partie. Il est possible qu'elle ait sabordé son navire après une explosion sans lien dans la salle des machines l'ayant mise en détresse en Méditerranée. Aucun des 2 navires militaires escortant l'Ursa Major ne peut, à notre connaissance, tirer cette Barracuda. L'Iran aurait aussi des torpilles Barracuda, malgré son alliance avec la Russie. L'Iran a-t-il tenté de freiner les ambitions nucléaires nord-coréennes? Le régime iranien n'a sans doute pas voulu contrarier la Russie fin 2024, d'autant que les 2 pays allaient signer un nouveau traité de partenariat. Les nations occidentales sont aussi concernées. Les États-Unis auraient des torpilles Barracuda. CNN indique que plusieurs membres de l'OTAN, dont l'Allemagne, en disposent. Comment le savons-nous? C'est l'Allemagne qui a fabriqué à l'origine le Superkavitierende Unterwasserluftkörper, autrement appelé Barracuda. Rappelez-vous que les alliés de l'Allemagne au sein de l'OTAN ont suivi l'Ursa Major presque tout son trajet. L'Allemagne aurait-elle pu lancer ses torpilles avec l'aval secret de l'OTAN? Encore une fois, tout est possible, tout comme une attaque lancée par les États-Unis. Malheureusement, tout cela reste également de la spéculation. Nous connaissons seulement les noms de certains des pays qui possèdent le Barracuda. Les spéculations augmentent, car le Barracuda n'a pas forcément besoin d'un sous-marin pour être lancé. Il peut également être lancé depuis les airs dans l'eau, d'où il poursuit son trajet en supercavitation. Voici un autre rebondissement. Le Barracuda a été présenté comme prototype en 2005 et environ 12 torpilles auraient été fabriquées. Cependant, il n'a jamais été officiellement développé, ni acquis. Autrement dit, personne n'est censé posséder la torpille, que l'Espagne juge responsable du naufrage de l'Ursa Major. Peut-être que cela signifie que plusieurs autres nations se sont appuyées sur la technologie développée par l'Allemagne pour créer leur propre version du Barracuda. Si c'est le cas, personne n'en parle vraiment, ce qui ne fait qu'ajouter à l'aura de mystère entourant le naufrage de l'Ursa Major. Le Pentagone, les autorités espagnoles et britanniques, ainsi que les propriétaires de l'Ursa Major, ont refusé de commenter auprès de CNN. La réponse à qui a attaqué l'Ursa Major dépend de ceux connaissant sa cargaison, et de ceux voulant empêcher la Corée du Nord d'acquérir une technologie militaire majeure. Les États-Unis paraissent les principaux suspects. Aucune nation de l'OTAN ne veut que la Corée du Nord gagne en puissance. Pour revenir à ce qui a été utilisé pour couler l'Ursa Major, certains pensent que le Barracuda n'a joué aucun rôle du tout. Mike Plunkett est analyste principal des plateformes navales chez Janes, société de renseignement de défense. Plunkett affirme que la taille et la forme du trou dans la coque de l'Ursa Major correspondent à ce qu'il attendrait après l'explosion d'une mine ventouse. On dirait une charge creuse qui a été placée contre la coque par quelqu'un ou quelque chose, déclare Plunkett. Mais cela soulève encore plus de questions. Cette mine aurait dû être placée à l'avance sur la coque de l'Ursa Major par quelque chose ou quelqu'un. Qui aurait pu faire cela alors que le cargo russe traversait la Méditerranée? La réponse à cette question restera peut-être inconnue. Nous ne saurons peut-être jamais ce que transportait l'Ursa Major. CNN a contacté un homme du même nom, ressemblant à l'ancien capitaine, pour plus de commentaires, mais il s'est brusquement renfermé, évoquant sa retraite. La boîte noire, qui aurait dû remonter à la surface depuis l'épave de l'Ursa Major, n'a jamais été officiellement retrouvée, bien que la Russie ou l'Espagne l'ait probablement récupérée. Les propriétaires du navire, Oberon Logistics, ont qualifié l'incident d'attaque terroriste ciblée. Aucune accusation officielle n'a été portée contre personne. Vous pourriez croire que l'histoire de l'Ursa Major s'arrête là, mais non. Les États-Unis ont enquêté autour du site du naufrage, littéralement d'ailleurs, puisqu'ils ont déployé à 2 reprises des avions WC-135R sur place,
Le 28 août 2025 et de nouveau le 6 février 2026 rapporte CNN. Pourquoi est-ce important ? Le WC-135R surnommé renifleur nucléaire est justement le type d'avion que l'on s'attend à voir les États-Unis envoyer pour rechercher des matériaux nucléaires pouvant se trouver sous l'eau. La Russie n'a pas laissé l'épave du Ursa Major en paix. Le 13 mai, le New Voice of Ukraine a indiqué que des navires russes étaient revenus sur le site une semaine après le naufrage. Le Yantar, l'un de ces navires, a une histoire particulière. Souvent accusé d'être un navire espion effectuant des sabotages dans les eaux de l'OTAN, le Yantar reste un choix intéressant. Sa capacité à scanner les fonds marins en fait un bon choix pour la Russie si elle veut découvrir ce qui est arrivé à l'Ursa Major et sa cargaison. Le Yantar a également passé 5 jours au-dessus de l'épave de l'Ursa Major. À la fin de ces 5 jours, 4 nouvelles explosions ont été détectées sur le fond marin. Le Yantar aurait pu jouer un rôle dans la destruction de l'Ursa Major et de sa cargaison, définitivement. On sait seulement que l'Ursa Major n'existe plus, ce qui irritera la Corée du Nord si le navire venait de Russie avec des réacteurs nucléaires. La Corée du Nord a annoncé son objectif de développer un sous-marin à propulsion nucléaire dès 2021 dans le cadre du plan quinquennal de développement d'armes du dictateur Kim Jong-un pour son pays. Kim a souvent exprimé son souhait d'acquérir un sous-marin nucléaire, notamment lors des essais d'un missile de croisière, lancé depuis un sous-marin en janvier 2024 selon le Centre d'études stratégiques et internationales. Il n'est sans doute pas anodin que l'Ursa Major ait quitté le port d'Us-Luga, quelques mois après que la Corée du Nord aurait envoyé des soldats pour aider Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. C'était un accord, un échange qui a mal tourné. C'est aussi un signe de la forte coopération entre la Corée du Nord et la Russie. L'Ursa Major n'a peut-être pas réussi à livrer ses réacteurs nucléaires à Kim, mais la Russie a-t-elle réessayé depuis ? La Corée du Nord a-t-elle obtenu les réacteurs voulus pour ses sous-marins ? Nous n'aurons sans doute de réponse que si des sous-marins nucléaires y apparaissent. Si les États-Unis étaient impliqués dans tout cela, cette implication resterait probablement classifiée pendant longtemps. Mais une nouvelle arme des États-Unis utilisée en Iran n'est pas aussi classifiée qu'ils l'auraient voulu. Cette arme ne devrait même pas exister, mais elle existe bel et bien, et elle pourrait redéfinir la guerre moderne. Découvrez de quoi il s'agit en regardant notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour ne rien manquer de ce que nous préparons. Et merci de nous avoir regardés.